Nous poursuivons notre série d'auditions avec celle de Madame Lucille Poivert, que nous remercions pour sa présence, qui a été conseillère santé et biens de consommation au cabinet de la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, jusqu'au 23 décembre 2021. Donc, Madame, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Aussi, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure », en appuyant sur votre bouton rouge pour le micro, s'il vous plaît. Je le jure. Je vous remercie. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Aucun. Très bien. Donc, je vais rappeler rapidement pour les internautes que le Sénat a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Donc, cette audition de cet après-midi avec vous, Madame, a pour objectif de faire la lumière sur la façon dont ont été gérés au niveau du cabinet de la ministre de l'Industrie, en lien avec les autres ministères, les développements de l'affaire Nestlé Waters, plus particulièrement entre août 2021 et décembre 2021 en ce qui vous concerne. Pourriez-vous revenir en détail sur le rendez-vous du 31 août 2021, au cours duquel Nestlé Waters vient vous informer de son recours à des traitements frauduleux de ces eaux minérales naturelles? Quelles actions prenez-vous à l'issue de cette réunion? Pourquoi ne pas avoir procédé à une saisine de la justice au titre de l'article 40? Comment a été prise la décision de confier une mission à l'inspection générale des affaires sociales? Et enfin, quelles leçons tirez-vous de cette crise qui entame la confiance des consommateurs pour un secteur auquel nous tenons tous? Alors, ces questions sont quelques thèmes que notre rapporteur développera dans un second temps. Dans un premier temps, nous allons vous laisser la parole, 10 minutes environ, pour nous présenter vos réflexions. Cette présentation sera suivie des questions du rapporteur et dans un troisième temps, les questions de nos collègues sénateurs, les autres membres de cette commission d'enquête. Madame, je vous cède la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Peut-être effectivement évoquer un peu les grands points auxquels moi pendant lesquels moi j'étais en cabinet, parce que effectivement je suis partie en fin d'année 2021, donc j'ai vu vraiment le début du dossier. Donc ça a démarré, comme vous l'avez indiqué, par une demande de rendez-vous de la part de Nestlé Waters, par le canal du mail du secrétariat particulier de la ministre, fin août. Donc c'était la période de congé annuel des administrations et également en partie des cabinets. Assez naturellement, la demande de rendez-vous a été redescendue au niveau conseiller, donc à mon niveau, et directeur du cabinet. Comme il était indiqué que la demande était assez urgente, on a reçu et organisé le rendez-vous quelques jours après, le 30 ou 31 août 2021. On avait très peu de précisions sur l'objet du rendez-vous. J'ai demandé au secrétariat particulier de nous indiquer s'il y avait des thèmes d'entretien, ce qui est assez naturel. En général, on essaie de demander quelques éléments aux interlocuteurs. Parfois, ils en donnent, parfois non. En l'occurrence, il y avait très peu d'informations. J'ai convié la Direction générale des entreprises et la DGCCRF à l'entretien, puisque ça me semblait logique d'avoir ces deux directions sur une entreprise qui pouvait être à la fois concernée sur des sujets un peu industriels, et DGCCRF parce qu'on parlait potentiellement de sujets d'eau. Et donc historiquement, c'était un peu le binôme administratif qui s'occupait de ce genre de questions. Pour vous donner un historique sur la thématique de l'eau, pour le coup, j'avais jamais eu à connaître du sujet qu'on a évoqué et qui est l'objet de votre commission d'enquête. Les seuls angles récents qu'on ait eu avec l'industrie de l'eau à l'époque, c'était la question du vrac, puisque c'était l'objet d'amendements dans des projets de loi récents, donc de la vente d'eau en vrac.
et éventuellement également la question des contenants en plastique. Donc c'était un peu ça l'historique des échanges que j'avais pu avoir avec cette industrie. Donc fin août est organisée cette réunion en fin de journée avec donc chez le directeur de cabinet François Rosenfeld que vous avez reçu cet après-midi. Les deux administrations, alors je ne sais plus si la direction générale des entreprises était présente, mais pas, je me souviens les avoir conviés. Donc c'était la sous-direction en charge de tout ce qui est industrie, Made in France, qui avait été conviée, et la DGCCRF. Et côté Nestlé, il y avait 3 représentants de la société. Monsieur Tellier, Madame Liénaud et une autre personne dont j'ai omis le nom. Et moi-même. Donc, assez simplement, la société s'est présentée. Alors, elle a essayé d'expliquer sa démarche en indiquant que c'était une prise de contact, parce que je crois qu'une des personnes ou les 2 personnes avaient changé de fonction ou venaient d'arriver. Et assez vite, en fait, ils sont rentrés dans le vif du sujet en nous expliquant qu'ils avaient constaté un certain nombre de pratiques sur des sites qui n'étaient pas conformes, selon leur dire, à l'épure de la loi, que ces pratiques étaient en cours de mise en ordre depuis le début de l'année. Donc ce sont des pratiques en matière de filtration. Donc je crois qu'ils avaient évoqué l'utilisation de charbon et d'UV pour purifier de l'eau, qu'ils étaient en train de mettre fin à ces pratiques, que néanmoins ils envisageaient ou ils étaient déjà en train d'utiliser de la microfiltration. Ils ont indiqué que ce type de procédé était soumis à débat en termes de validité, à la fois parce qu'au niveau européen, il y aurait des pratiques différentes à cadre égal, et puis également au niveau national où ils nous ont indiqué qu'il y aurait des différentes interprétations et d'applications concrètement sur le territoire français. Ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de sujet sanitaire puisque l'eau était propre à la consommation du fait de ces traitements. Ils ont indiqué également qu'il n'y avait pas d'écart par rapport à l'information du consommateur car les propriétés en matière de minéraux étaient non affectées par ce type de traitement. Ils n'étaient pas très précis quant à la cause des problématiques qu'ils rencontraient. J'avais le souvenir qu'ils avaient évoqué des sujets un peu généraux du type impact du changement climatique dans le temps sur la qualité des eaux et des sources. Également la question des intrants utilisés dans le monde agricole qui pouvaient avoir des effets de pollution, mais ce n'était pas très très précis. Voilà, donc assez vite, ils sont rentrés sur ça. Nous, on n'avait pas forcément beaucoup d'éléments, on n'en avait pas du tout, donc on découvrait le sujet. Et l'entretien s'est terminé. On a échangé, donc eux sont partis, et nous avons échangé avec les services qui étaient présents, donc notamment la DGCCRF, qui a indiqué qu'effectivement, la personne qui était là n'était pas familière avec le sujet, mais était au fait que le service national d'enquête de la DGCCRF avait en cours une enquête sur des fournisseurs d'entreprises minérales, d'eau minérale, en matière de filtres. Et c'est via le canal de ces fournisseurs que la question était posée de savoir si des entreprises utilisaient de façon non légitime des systèmes de filtration. Suite à cette réunion, on a demandé donc à la DGCCRF d'analyser le dossier, puisqu'il y avait un certain nombre de questions qui étaient soulevées. La première était quelle est la nature de l'écart avec la législation? Est-ce que la situation qui nous est décrite était conforme à la législation en termes de pratique? Est-ce qu'il y avait éventuellement un sujet effectivement en termes de santé et de qualité de l'eau? Parce que les allégations de Nestlé étaient qu'il n'y en avait pas, mais il fallait vérifier. Il y avait également la question de est-ce que c'est une pratique généralisée? Parce qu'effectivement, la façon dont c'était présenté laissait entendre que ça pouvait être une pratique généralisée. Quand on vous dit que typiquement le changement climatique peut avoir un effet systémique, on peut se dire qu'effectivement, ça peut être une question générale et pas simplement un industriel particulier. Donc c'était une des questions qu'on se posait.
Et est-ce qu'effectivement d'autres industriels pouvaient être dans cette situation? Est-ce qu'il y avait des écarts? Voilà. C'était un peu les questionnements qu'on avait. Donc la DGCCRF a travaillé sur la question, donc on leur a commandé une note. Le conseiller qui était en charge des sujets de consommation, car moi j'étais du côté industrie, donc je n'étais pas en charge des sujets de concurrence ni des sujets de protection du consommateur, a été informé. Il a été destinataire, de même que moi, de la note d'analyse de la DGCCRF, une note que vous avez, je pense, qui explique justement l'état du droit. Donc, si je devais résumer, la question de la purification et du traitement de l'eau est encadrée dans la législation européenne et nationale, avec des pratiques autorisées et des pratiques interdites. Ce contrôle-là se fait au niveau de la production. Et ce sont les ARS qui sont en charge du contrôle de cette partie-là de la chaîne, on va dire, de production de l'eau. La DGCCRF, elle, intervient au moment où l'eau est déjà embouteillée et donc elle contrôle la véracité de l'information fournie aux consommateurs sur la base de l'eau embouteillée. Donc typiquement, elle saura tester si la composition de l'eau est bonne ou non, elle saura dire si les minéraux sont présents ou pas, mais ce n'est pas la DGCCRF qui a la compétence d'évaluer si dans une usine d'embouteillage, le procédé est convenable. Donc ça, c'était aussi un point que la DGCCRF a expliqué parce qu'on n'était pas forcément au clair sur qui était en charge de quoi. Et donc à l'issue de cette note, cette note est intervenue quelques jours avant une réunion qui était une réunion régulière qu'on avait au niveau du cabinet avec la ministre et la directrice de la DGCCRF. Donc on en a parlé. La conclusion de la note, c'était essentiellement qu'il fallait se coordonner avec la santé pour lancer les actions nécessaires compte tenu de ce qu'on nous avait expliqué. J'ai envoyé la note au ministère de la Santé, donc au niveau du cabinet du ministre. Mon interlocuteur au départ était le directeur adjoint du cabinet du ministre. Je lui ai indiqué que je cherchais à savoir s'il y avait un conseiller qui était plus ou moins en charge de ces questions-là, parce que je ne savais pas qui était en charge. Il m'a indiqué donc le nom du conseiller, donc il a reçu la note. Ses services étaient aussi informés puisque la DGS avait parlé à la DGCCRF, donc il y avait des échanges à ce niveau-là. Donc ça, c'était autour de mi-octobre. Mi-septembre, pardon, fin septembre plutôt. Mi-septembre, il y a eu la note de la DGCCRF, la réunion mensuelle avec la ministre. Et fin septembre, pardon, début octobre, il y a eu les échanges avec le cabinet du ministre. J'ai eu des échanges téléphoniques avec le conseiller en charge. Et on a convenu qu'on ferait une réunion entre les services, sachant que les premiers retours qu'ils m'indiquaient, c'était que vraisemblablement, il faudrait faire une mission conjointe entre les services santé et les services DGCCRF. Assez vite, la proposition qui a été articulée par le ministère de la Santé était de faire une mission IGAS. Pourquoi une mission IGAS? Alors, de mémoire, l'intérêt était que c'était une mission au niveau national. Et comme dans les échanges qu'on avait eus, notamment l'échange Nestlé, il était apparu qu'il y avait des pratiques différentes au niveau local, il nous semblait intéressant d'avoir une vision consolidée de la situation, puisque manifestement, il y avait des pratiques différentes sur le territoire français. On a eu, très tôt, la DGCCRF m'a dit que c'était un mode de fonctionnement qui lui convenait très bien, de faire une mission IGAS en mettant en appui ses services et le SNE potentiellement. SNE qui était déjà mobilisé sur le sujet, puisque lors de la réunion Nestlé, à l'issue, comme je vous le disais, quand j'ai échangé avec la personne de la DGCCRF, il m'a indiqué que le SNE travaillait sur la question des filtres et une enquête était en cours avec un producteur d'eau. Et le SNE travaillait sous l'autorité du procureur de la République. Donc, autour de mi-octobre, on a eu ces échanges au niveau des cabinets. On a validé un projet de lettre de mission avec l'IGAS assez tôt. L'idée, c'était vraiment de mettre à disposition les services de l'État pour cette mission. Et l'objectif était que cette mission ait lieu rapidement. Donc, on avait mis un délai de 3 mois. Et ensuite, on a fait signer les ministres.
donc le ministre de la Santé, la ministre déléguée à l'Industrie pour laquelle je travaillais et le ministre de l'Économie, puisque lui était concerné sur le volet consommation, et le conseiller en charge des sujets consommation, donc, que vous avez sans doute invité à s'exprimer ici, était dans les boucles, et c'est lui d'ailleurs qui a fait remonter à la signature côté ministre de l'économie. La DGCCRF, en fait, c'est une administration qui rendait compte à plusieurs ministres quand on est à Bercy. Elle rendait compte à la fois au ministre de l'économie quand il a, sur tous les sujets. Plus particulièrement, elle rendait compte au ministre chargé de la consommation et de la concurrence, et elle rend aussi des comptes au ministre en charge de l'industrie sur les sujets qui peuvent avoir des impacts sur l'industrie. C'est pour ça qu'au niveau de Bercy, vous aviez différents cabinets et différents ministres qui ont eu à connaître de cette question. Voilà, donc une fois que le document, la lettre de mission a été signée début novembre, le sujet a été lancé, et après moi j'ai pas vu de l'intérieur la suite du dossier, puisque j'ai quitté mes fonctions en fin d'année. D'accord, très bien, mais merci pour votre présentation. Nous allons à présent écouter les questions du rapporteur. Merci beaucoup, merci de cette présentation. Vous êtes revenu un petit peu au départ sur ce qui s'est passé autour du 31 août. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez eu des échanges directs de votre part avec la ministre sur le sujet ou pas? Est-ce que c'est des choses qui ont été évoquées ensemble? Parce que nous, la seule trace que nous ayons au dossier de l'implication des ministres, c'est un retour sur une feuille et 4-5 points. Ouais. Donc est-ce qu'il y a eu quand même des échanges, des discussions sur le sujet, ou est-ce qu'il a vraiment été traité juste par à coup de parapheur? Alors, donc, comme vous l'imaginez, comme vous le savez sans doute, donc il y a plusieurs niveaux d'interaction quand on est en cabinet. Donc il y a les interactions écrites. Donc quand on fait remonter par écrit soit des emails, soit des notes à la ministre, il y a des retours écrits. Ensuite, il y a des interactions qui peuvent être thématiques. Par exemple, on peut faire une réunion sur un sujet dédié. De mémoire, je n'ai pas provoqué de réunion sur ce sujet-là en particulier. Ensuite, vous avez des réunions hebdomadaires. On a des réunions de cabinet tous les lundis matins. On avait des réunions de cabinet, donc on pouvait lister l'ensemble des sujets, et voilà, on dit quel est l'état d'avancement à la ministre des sujets. Ensuite, vous avez des réunions aussi en fonction des services impliqués. Et donc, typiquement, je vous indiquais que sur les sujets qui impliquaient la DGCCRF, nous avions une réunion qui était mensuelle. Et à l'occasion de la première réunion mensuelle qui a eu lieu après la réunion Nestlé, nous avons évoqué ce point-là qui est à l'ordre du jour avec la ministre et la directrice de la DGCCRF. D'accord, et qu'est-ce que vous avez conclu de cette réunion? Oui, et le contenu des échanges, oui. des débats. Alors, la DGCCRF avait communiqué, je pense que c'était la veille, la note qui explicitait en fait la situation, puisque nous, au sortir de la réunion avec Nestlé, on avait leur vision des choses, mais on n'avait pas les analyses techniques sur la réalité et le droit. Donc, la veille, la DGCCRF a communiqué cette note. Et, en fait, la veille de la réunion avec la ministre? Oui, c'était en fait la note de dossier, donc c'était mi-septembre, donc 2 semaines après la réunion avec l'industriel. Et pendant la réunion a été indiqué le contenu de la note et la conclusion auquel on a adhéré, qui était de dire en fait il faut qu'on construise un échange avec la santé et une équipe qui suivra ce sujet, puisque comme je vous l'indiquais, la DGCCRF a une autorité sur la partie embouteillée, on va dire, de l'eau, mais pas sur la partie industrielle amont, qui était en fait le cœur du sujet quand on nous a expliqué la problématique de filtration. Donc, postérieurement à cette réunion, il a été acté qu'on avançait en contactant la DGS côté service, et moi côté cabinet, les cabinets concernés. Est-ce que dans votre souvenir, que ce soit à cette réunion, que ce soit dans le point hebdomadaire que vous avez fait avec votre ministre, est-ce que la question de l'article 40 s'est posée à vous d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'elle ne s'est pas posée à ce moment-là pour les uns et pour les autres? Oui, elle ne s'est pas posée. Et je pense que c'est lié à 2 aspects.
À l'époque, on était, alors avant d'avoir la note, on n'était pas très au clair sur la situation en termes juridiques et l'état d'infraction, on va dire, de la société. Donc ça, vous étiez en fait en sortant du rayon, parce que nous, on avait en tête que quand même, quand Nestlé vient vous voir, il vient admettre des infractions. Oui, alors. Vous diriez qu'ils ont été plus flous que cela? Typiquement, ils nous ont expliqué effectivement qu'ils avaient utilisé du charbon et des UV qui étaient, eux-mêmes l'ont indiqué, non valables en termes de réglementation. Et que néanmoins, ils avaient trouvé une solution qui était la microfiltration et que cette solution potentiellement était valable pour traiter le sujet. Et ils ont quand même évoqué la question des seuils de microfiltration immédiatement en vous disant qu'ils avaient un sujet de... Alors, ils ont évoqué, alors je ne sais même pas s'ils ont... excusez-moi, parce que comme c'était il y a un petit moment. Je ne sais pas s'ils étaient très précis sur le seuil, mais ce qu'ils avaient expliqué, c'est que sur la microfiltration, effectivement, il y avait des interprétations européennes. Ils avaient évoqué d'autres pays, comme je crois le Royaume-Uni. Et donc, ils étaient sur l'idée qu'il y avait peut-être des pratiques avec des niveaux de microfiltration qui pouvaient être différentes d'un État à l'autre. Et par contre, là où finalement il y avait, on va dire, l'idée qu'ils étaient en conformité, c'était l'argument qui était de dire finalement la composition de l'eau n'est pas en infraction puisque il y a effectivement les minéraux, etc., qui sont un des critères pour être une eau minérale naturelle. Donc ça, c'était leur vision du sujet. Et donc c'est pour ça que quand je dis qu'on n'était pas au clair sur le niveau d'infraction, c'est qu'on avait besoin d'avoir des experts qui nous expliquent exactement quelle était la législation et en quoi eux étaient en écart avec la législation. Et donc c'est la note de la DGCRF de mi-septembre qui a permis de nous dire effectivement tel niveau, enfin telle pratique, le charbon, les UV, c'est interdit, au regard de la démarche qui était la leur de se prévaloir comme eau minérale naturelle. En revanche, si effectivement ils étaient dans une autre catégorie d'eau, ce problème-là ne se serait pas posé. Donc effectivement, tous ces éléments-là, c'était des éléments qui ont été remontés par la DGCCRF dans leur note de mi-septembre. Alors, juste entre deux questions, oui. Pour notre parfaite compréhension, oui. Nestlé vous dit nous avons recours à la microfiltration. Oui. Ça pourrait être une solution. Est-ce que vous pouvez préciser une solution à quoi? Alors, une solution à la problématique qu'eux avaient indiquée, à savoir que l'eau qui était de l'eau de source n'était pas consommable directement sans traitement. Il y avait un risque sanitaire à ne pas à consommer cette eau sans traitement. C'est mon souvenir. C'est clair. Donc, ils vous ont parlé de désinfection? Je ne sais plus quel était le terme. En tout cas, ce que j'avais en tête, c'est qu'ils avaient utilisé des systèmes qui étaient charbon UV et que le traitement, on va dire, alternatif, c'était la microfiltration et que c'était cette solution-là qui leur semblait pouvoir répondre à la fois à l'enjeu sanitaire et réglementairement qui leur semblait potentiellement possible. Je vous remercie. On va enchaîner avec M. Gillet qui a une question, une réaction. Oui, merci, madame. Pour la première fois, je viens d'entendre le fait que l'industriel aurait reconnu, au cours de cette rencontre, que l'eau présentait un risque sanitaire et que c'est pour cela qu'ils ont employé des filtres à charbon et des UV. Vous confirmez ? Alors, je ne me souviens plus de c'est ce que vous venez de dire, hein ? Oui, oui. Alors après, ce que je dis et ce qui a été dit pendant la réunion, c'était il y a 4 ans et je n'ai pas un enregistrement. Donc peut-être que le terme de risque sanitaire n'est pas du tout le bon. Mais effectivement, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils avaient utilisé ces systèmes parce que la qualité de l'eau... voilà. Ce qui, si je puis me permettre, ce qui semble logique, si on met en place des dispositifs particuliers de traitement, c'est bien pour traiter un problème. Oui, oui, je vous confirme donc, que c'était ce que j'ai compris de la réunion qu'on a eue avec eux. Donc dans ce cas de figure, ils reconnaissent qu'il y a un risque sanitaire. Donc ils ont mis en place les filtres à charbon et les UV, qui sont de toute façon illégaux. Et après, ils disent qu'ils vont mettre en place un autre système, qui est la microfiltration.
Alors, la microfiltration, il est vraiment très largement avéré et il suffit simplement de passer un coup de fil le lendemain. Hein. Il n'y a pas besoin de demander une note, etc. Hein. Il est avéré que la seule microfiltration autorisée aujourd'hui, sur un avis, hein, ce n'est pas encore réglementaire, mais sur un avis, c'est 0,8. C'est avéré. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 0,8, de toute façon, est illégal. C'est avéré. Donc vous pourrez recroiser, mais vous êtes conseillère santé. Oui, mais c'est avéré. Donc eux, ils parlent d'une microfiltration inférieure à 0,8. Alors, encore une fois, je ne suis pas sûre qu'ils soient rentrés à ce niveau-là de précision. On est resté quand même à un niveau assez général. Et la réunion, de toute façon, n'était pas une réunion technique, puisque nous-mêmes, on découvrait le sujet et on n'était pas en mesure d'avoir une discussion de nature juridique. Typiquement, quand ils évoquaient les distorsions d'application dans l'Union européenne, on n'était pas en mesure à cette époque de les challenger sur ce sujet-là parce qu'on découvrait le sujet. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que, de toute évidence, il y avait un problème d'ordre sanitaire, qui nous semble assez clair aujourd'hui. Et donc, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place pour traiter le problème, mais on n'a pas d'éléments sous couvert uniquement des déclarations de l'industriel, qu'il n'y a pas eu de risque sanitaire, à un moment donné, au niveau de la population, au niveau de l'embouteillage. Et, je poursuis, oui. tant que vous demandez, effectivement, vous allez ensuite mettre en place un processus qui prendra beaucoup de temps, quand même, quelque part, quand on y regarde bien, aucune décision n'est prise en termes de précaution pour éviter un éventuel risque. C'est-à-dire qu'on aurait pu arrêter l'embouteillage tout de suite. C'est pas compliqué. Hein. Alors, on arrête l'embouteillage, tout simplement. Hein. Ouais. La décision n'est pas prise, ça court. Ça continue de courir à ce niveau-là. Il n'y a pas des mesures immédiates qui sont mises en place pour contrôler véritablement le processus industriel. Et donc, ça, c'est quand même très surprenant. Alors que, lors de cette rencontre, de toute évidence, il y a une reconnaissance que si ça s'est mis en place, c'est qu'il y avait un risque sanitaire. Alors, sur la question de l'embouteillage, encore une fois, il faut réussir à séparer qui est responsable de quoi. Effectivement, ce sont les autorités ARS et la santé qui sont en charge de vérifier la qualité de l'eau au plan sanitaire, et ils ont été associés très tôt à ça. Donc, on ne peut pas dire que le sujet n'a pas été pris en compte, puisque enfin, très tôt, à la fois au niveau des services et au niveau des cabinets, ils ont été associés. Ils n'ont pas été associés très tôt, madame. Ça a été associé assez tardivement. Non, non, enfin, c'est votre point de vue, mais ils ont été associés dès que le sujet est remonté. Nous revenons aux questions du rapporteur. Merci beaucoup, merci Madame la Présidente. Peut-être juste poursuivre un petit peu la réflexion qui était la vôtre, c'est que donc si ils vous ont dit qu'il y avait un problème sur l'eau, ils voyaient donc la microfiltration comme la réponse à ce problème, une manière de... Changement de procédé, on va dire. Voilà, qui permettait donc de régler le problème que ça posait sur l'eau. C'est ce que j'ai compris, effectivement. C'était un changement de procédé et il souhaitait que ce changement de procédé puisse être accepté par les autorités. D'accord, d'accord. Peut-être pour reprendre un certain nombre de points, pour avoir aussi votre regard sur le fonctionnement de la DGCRF. Et sur la DGCRF, lorsque vous les contactez, vous n'êtes pas au courant qu'une enquête est en cours du côté de leur côté sur Alma, ou est-ce que vous êtes au courant que des choses sont en cours à ce moment-là ou En fait, très concrètement, au moment où du coup on les invite à la réunion, nous-mêmes on ne sait pas quel est le contenu de la réunion, et la personne qui assiste à la réunion en fait évoque le fait à l'issue, donc quand l'industriel est parti, évoque le fait qu'il y a une enquête en cours du SNE. Voilà. Et après, effectivement, dans la note, il est expliqué que l'enquête porte sur Alma, qu'il y a eu ce contrôle sur les systèmes de filtration, et que cela concerne potentiellement plusieurs industriels. Donc c'est à ce moment-là où nous, on a connaissance de cette enquête. Après, c'est assez logique finalement qu'on n'ait pas forcément été au courant plus tôt, puisque
mon périmètre et le périmètre du cabinet de la ministre de l'Industrie, c'est l'industrie, et ce n'est pas les suivis sur la protection du consommateur, c'est un autre cabinet qui est en charge. Et sur des enquêtes en cours, on n'est pas systématiquement au courant de tout ce qui se passe en direct. Ça peut être des enquêtes de long cours, etc. Donc il y avait deux raisons qui faisaient que c'était logique de ne pas être forcément au courant. D'accord. Sur la question justement du cabinet Conso, oui. Vous pouvez revenir, je suis désolé, je n'ai pas totalement compris à quel moment ils sont rentrés dans la boucle ouais. et à quel moment ils en sont ressortis. Parce que finalement, après, le sujet est traité industrie santé. Alors, pas quand moi j'étais là. D'accord. Mais... Quand vous étiez là, le Cap Conso était tout le temps autour de la table Quand j'étais là, le cabinet consommation, par le biais de son conseiller technique, était associé puisqu'il était destinataire des analyses de la DGCCRF. D'accord. Et il a fait remonter la signature de la lettre de mission IGAS. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner le nom du conseiller? Oui, Loïc Tanguy. Loïc Tanguy? Oui. D'accord, merci. Très bien. Moi, j'ai une question sur peut-être aussi votre regard. Vous expliquiez tout à l'heure, en effet, le partage du contrôle, ouais. un petit peu complexe entre l'ARS et la ouais. DGCRF, enfin entre les autorités de contrôle sanitaire et la DGCRF. Ouais. Il se trouve qu'on s'est retrouvé finalement dans cette situation assez ubuesque lors de l'audition à la DGCRF. Je ne sais pas si vous avez pu la regarder avant de venir, mais où la DGCRF nous disait sur les raisons qui l'avaient poussé à ne pas émettre d'article 40, qu'elle attendait des rapports définitifs des ARS pour pouvoir finalement statuer sur ce point et qu'elle n'était pas destinataire de ce rapport. Et donc on se retrouvait dans une situation où en fait le partage du contrôle, en tout cas, posait des questions d'efficacité administrative assez évidentes. Et où par ailleurs, en fait, nous on était dans la compréhension parce qu'on disait mais la DGCRF, mais en fait ils sont venus vous dire qu'il y avait un problème et vous n'avez pas déclenché d'article 40. Donc je ne sais pas quel regard vous portez là-dessus, si vous avez pu avoir... Alors, si c'est quelque chose qui a été évoqué d'ailleurs avec ces services-là, qui eux-mêmes vous ont dit que c'était une forme de complexité. Alors, sur la complexité en matière de contrôle pour la sécurité alimentaire, notamment, c'est un sujet récurrent. Il y a eu des rapports, il y a eu... voilà, c'est un sujet sur lequel moi-même j'avais travaillé pendant une partie de ma carrière administrative. Donc effectivement, dès lors qu'il y a différentes organisations impliquées pour un même contrôle et sur un même sujet, ça crée de la complexité. Après, quand j'avais regardé les solutions possibles, il y a toujours aussi des points négatifs à certaines solutions. Donc je partage avec vous le fait qu'il y a toujours plus de coûts de coordination quand il y a plusieurs organismes impliqués. Sur l'article 40, alors... En fait, comme la DGCCRF a des pouvoirs spécifiques de contrôle, et pour l'avoir vécu sur d'autres dossiers qui n'ont rien à voir avec ça, dans lesquels il y a eu des suites pénales, le procureur a été saisi, etc. En fait, les pouvoirs de contrôle des inspecteurs de la DGCCRF permettent de réaliser des procès-verbaux qui ensuite sont directement remis au procureur de la République. Et donc, en fait, l'article 40 n'est pas, en réalité, si souvent que ça utilisé. Souvent, ce sont des PV transmis au procureur de la République. C'est une technicalité juridique, mais en fait, c'est quand même comme ça que fonctionnent les contrôles sur le terrain par les inspecteurs de la DGCCRF. Bien sûr, et donc les choses, en tout cas dans notre affaire, les choses s'embourbent parce que la DGCCRF ne fait jamais de signalement au procureur. Parce qu'elle dit, en tout cas c'est ce qu'elle argue en réunion, qu'elle attend un PV définitif de l'ARS pour pouvoir peut-être à ce moment-là transmettre. Mais l'air de rien, du coup ça fait qu'un dossier qui lui arrive dans les mains en août 2021, il a fallu attendre pour ce qui concerne l'Occitanie, janvier 2025, pour que la plainte déposée par Foodwatch permette l'ouverture d'une enquête. Donc vous voyez bien, en tout cas pour moi, il y a de manière patente un dysfonctionnement dans... je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, visiblement, la culture, c'est de dire, lorsqu'il y a un sujet pénal qui relève du champ de la DGCCRF, on va d'abord faire l'enquête, puis qui vient verser au dossier pénal. C'est ça que vous me dites, si je comprends bien. Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est la pratique. Voilà. C'est le fonctionnement de cette administration dans le cadre de ses missions de contrôle, en fait. D'accord. Et donc voilà, là on voit que en fait la complexité administrative a empêché en fait le fait que l'affaire soit portée dans la justice. En tout cas, les imbroglios administratifs ont empêché ça. C'est comme ça que nous on lit la situation
on lit la situation aujourd'hui. Sur l'article 40, je reviens à ce que vous disiez sur la ministre, parce que je ne sais pas si on a été au bout complètement de la discussion pour vous. Est-ce que vous voyez... En fait, la situation telle qu'elle était présentée à l'époque, c'était donc il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase de déjà comprendre de quoi on parle, et donc ça, on a eu la réponse, on va dire, au moment où il y a eu les analyses des services. Donc la DGCCRF a fait l'analyse. À ce moment-là, en fait, on a conclu que l'essentiel de la problématique était celle du contrôle de l'embouteillage, et c'était à ce niveau-là, dans la chaîne de production, qu'il fallait identifier l'infraction. Et ça, c'était le pouvoir de contrôle des autorités régionales de santé. Et donc, effectivement, notre problématique a été de s'assurer que la santé prenait en main ce sujet-là, en lien avec nous, puisque nous, on intervenait un peu plus tard dans la chaîne, et notamment sur l'information du consommateur, pour réussir à avoir une vision et les bonnes personnes qui réalisent des contrôles sur toute la chaîne. Et est-ce que vous n'êtes pas surpris? Nous, c'est aussi un point d'incompréhension dans la manière dont les choses se sont déroulées. Le choix finalement d'aller vers une mission IGAS a les vertus d'avoir fait un panorama assez large du secteur, mais il y a quand même l'inconvénient du fait qu'on s'est retrouvé avec des autorités administratives, les ARS, qui ont été informées extrêmement tardivement. Je donne un exemple sur l'Occitanie. C'est en octobre 2022 que l'ARS Occitanie apprend qu'il y a un sujet chez Nestlé. Et je me demande même, et je ne peux pas dire de bêtises, s'il ne l'apprend pas par l'industriel lui-même qui lui dit « viens constater un certain nombre de choses ». Donc on est quand même dans une situation où, là, dans la manière dont le contrôle a été mis en place, le choix qui a été fait, parce que la mission IGAS n'inspecte pas Vergès, alors que quand même le sujet est remonté par la question de Nestlé Water. Là, il y a quand même pour nous, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez ou si ça vous inspire un commentaire, mais en fait, finalement, les ARS sont intervenus beaucoup trop tardivement pour contrôler, pour inspecter, et finalement, c'est l'industriel qui vient, enfin, il y a quelque chose de fou un peu pour le grand public à imaginer ça. C'est l'industriel qui vient vous dire, venez voir comment je trichais. Alors, voilà, c'est ça, ce décalage entre le central et le déconcentré qui, pour moi, est quand même assez flagrant dans l'affaire. Comme je vous l'indiquais, je n'ai pas suivi de l'intérieur ce qui s'est passé après la fin de l'année 2021, parce que j'ai quitté mes fonctions. En tout état de cause, au moment où la mission a été conçue et les lettres de mission ont été signées, et c'est écrit très explicitement, il était évident que les ARS étaient associés aux travaux, de même que la DGCCRF et que le Service national des enquêtes de la DGCCRF. Les ARS étaient même mentionnés dans les deux missions. Enfin, il n'y avait pas de... voilà, c'était inclus. Peut-être une dernière question, après peut-être que mes collègues en auront d'ultime aussi. Une question sur la manière dont ce dossier s'est transmis. Est-ce qu'avant votre départ, vous avez pris le temps, ou c'était un des sujets sur lesquels vous avez informé votre successeur? Alors, j'ai fait du tuilage, comme on dit. Donc oui, je pense que... enfin, il était informé, et il a été... en fait, il a repris tous mes dossiers, donc sur tous mes sujets, effectivement, je l'avais informé et tuilé. Après, pour répondre aussi à votre point, il n'y a pas eu de trou d'air non plus du fait de mon départ, aussi parce que, comme je vous le disais, c'était aussi un sujet de consommation, et le conseiller en charge des sujets de consommation, lui, est resté en poste. Donc, si vous voulez, mon départ n'a pas eu d'effet négatif quant au suivi de ce dossier au plan des conseillers. D'accord. Je vous pose juste la question parce que on a dans le dossier, je vous explique pourquoi je vous pose la question, le 3 février 2022, Edgar Thi, qui est votre successeur, tout à fait, réagit à un message du cabinet du ministère de la Santé concernant les inspecteurs de l'IGAS qui chercheraient à entrer en contact avec lui concernant les Water, et il demande à M. Rosenfeld, que nous avons auditionné, qui est le directeur adjoint du cabinet, ça te dit quelque chose? D'accord. Je ne peux pas répondre à sa place. D'accord. Mais vous m'indiquez que vous avez fait la passation. J'ai fait la passation sur l'ensemble de mes dossiers. Je pense celui-là inclus. Voilà. Merci. Et encore une fois, d'autres conseillers ont suivi ce dossier à Bercy. Côté consommation. Côté consommation. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, avez-vous d'autres questions? Non.
Peut-être alors pour revenir à une de mes questions initiales, pour conclure, quelles leçons vous tirez de cette crise qui touche le secteur des industriels des eaux en bouteille? C'est une question complexe. Je pense que la question que monsieur le rapporteur posait sur comment s'assurer que les contrôles soient très efficaces et que les contrôles qui impliquent plusieurs administrations soient parfaitement réalisés, c'est une question récurrente qu'on a sur beaucoup de sujets, en fait, pas simplement celui-là. Je pense qu'effectivement, c'est un point intéressant de réflexion, pas que sur ce dossier, hein, sur tous les dossiers. Il y a des dossiers également où il y avait le ministère de l'Agriculture qui a pu être impliqué sur la sécurité alimentaire. Donc je pense effectivement que c'est une dimension intéressante. Oui, Monsieur Gillet, une autre question. Oui, merci Madame la Présidente. Je rebondis quand même un peu sur vos propos. Une des problématiques de fond, c'est le manque de transparence. C'est le fait que ce soit une association de consommateurs qui porte plainte, qui révèle évidemment cette situation, alors que cette situation, elle est connue par ailleurs des ministères, de certaines ARS, mais qu'il n'y a aucune communication sur le sujet. Et parce que l'industriel n'a pas voulu jouer la carte de la transparence, en disant qu'il y a eu un problème, qu'il est en cours de traitement avec l'ensemble des parties prenantes. C'est quand même une des problématiques de fond, ce manque de transparence. Or, sur ce manque de transparence, vous avez aussi, vous, une responsabilité. Donc, dans la question de Madame la Présidente, dans l'analyse que vous pouvez en faire, ça me paraît difficile que vous en restiez simplement au fait que, oui, parfois, il y a des problèmes de contrôle, etc. Alors, et cette question, je termine juste là-dessus, et je vous réinterroge là-dessus, elle est dramatique, quelque part. Parce que la défiance, à ce moment-là, du consommateur s'installe, et on peut parler d'une forme de catastrophe industrielle. Et donc, en l'occurrence, vous étiez au ministère de l'économie, enfin de l'industrie, pardon. Donc, pour moi, je vous renvoie à cette question-là. Ça a été mal traité. Si ça avait été bien traité, nous n'en serions pas là. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'au stade où moi je l'ai traité, l'enjeu était plutôt de faire la lumière sur quelle est la situation du problème. On était plus sur l'analyse et l'enquête que sur voilà, une explicitation des solutions, etc. Donc, rétrospectivement, je ne suis pas choquée qu'il n'y ait pas eu de communication à ce stade, puisqu'on était sur une stade dans l'enquête. Le SCNE réalisait une enquête sous l'autorité du procureur de la République. Certes, mais souvent on attend d'abord d'avoir les conclusions d'une enquête avant de communiquer sur un plan d'action, etc. Mais il y a déjà des faits avérés de tromperie. Très bien, nous allons clôturer cette audition en vous remerciant, Madame, pour votre disponibilité et votre participation. Et chers collègues, je vous remercie pour votre présence aussi et vous rappelle la prochaine audition, jeudi 13, donc demain à 10h30, pour l'audition de Monsieur Cédric Arcos, ancien conseiller technique santé au cabinet de la Première ministre Elisabeth Borne. Et ça sera notre collègue qui présidera, en l'absence de Monsieur Burgoa. C'est ça? Merci.